m'appelle Magali Baton. Et vous faites quoi ici? Je fais le suivi psychologique des athlètes en préparation mentale ou en coaching. Pourquoi tu as besoin de voir un préparateur mental? Parce que j'ai un doute qui persiste sur le système de la dernière touche ou l'adversaire qui mène de 2 touches. 2 touches, c'est rien sur 15 touches, mais des fois, j'arrive pas à remonter. Ou bien une fois, à Catagne, en finale, par équipe, j'ai pris 5-0 avec un Chinois et en fait, au lieu de me mettre dans une situation de force et dire c'est pas grave, on va remonter, j'ai dégradé en fait. Je me suis laissé abattre comme un cheval, on l'a abattu et en fait, le mec, il m'a mis, j'ai la vidéo, hein, et je vois, je reste là et boum, il met des TGV, il met 5 touches et terminé. Pas qu'on a, c'est que souvent quand les athlètes viennent nous voir la première fois, c'est qu'ils ont identifié une difficulté. Voilà, donc a priori ils vont tout de suite dans cette difficulté-là. Alors là je vais encore utiliser des ponts avec la psychologie d'une certaine manière, mais la réalité c'est que nous, ce qu'il faut c'est qu'on soit capable d'avoir d'entendre la demande latente qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il y a une première demande, c'est pas toujours celle-ci qui est le cœur du problème. Par contre, on va entrer par cette première demande. C'est-à-dire que, très concrètement, moi, les athlètes viennent souvent me voir pour une question de gestion du stress. Ils disent « Ah, je perds mes moyens en compétition. » Ok, viens mon gars. On commence, on fait l'accompagnement. Et puis, très rapidement, que ce soit dans la première séance ou au fil des 3 ou 4 séances qu'on fait là, dans ce protocole, il y a d'autres choses qui peuvent émerger. Et ces choses-là, moi, je confronte les athlètes à ce que j'entends. Et puis, on tire le fil tranquillement jusqu'à ce qu'eux se sentent bien et trouver leur propre réponse. C'est ça, et en fait, depuis Catagne, je me dis, tiens, il me manque quelque chose, il me manque une assurance que je n'ai plus, et de remonter au score, comme je faisais avant, en équipe. Et si tu veux, ce week-end à Sarrebourg, j'ai retrouvé cette assurance. J'étais mené tout le long du match en 15 touches et à 14-12, je gagne 15-14. C'est toujours le même mécanisme. C'est-à-dire que les athlètes, quand ils viennent me voir parce qu'ils ont un problème de gestion du stress, c'est identifié comme ça. Ils ont rencontré cette difficulté sur un championnat qui va être important, tout le temps, important pour eux, j'entends. Donc avec des questions, voilà, effectivement, d'enjeux, etc. Donc moi, tout le protocole que je mets en place, c'est pour leur expliquer ce que c'est le stress, comment améliorer le niveau de confiance en eux, et puis comment avoir une bonne approche de la compétition. En gros, les 3 séances, c'est ça, hein, les 3 séances qu'on fait. Ensuite, il y a une compétition. En général, on se débrouille pour que ça cale avec une compétition. Et puis, on fait une séance de débriefing pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, peut-être éventuellement affiner un petit peu. Mais vraiment, l'accompagnement à ce moment-là, il est aussi court que ça. Voilà. Donc, toi, mais il manque quelque chose. Il faut que je travaille, que je trouve des solutions à mes problèmes pour pouvoir progresser et qu'à Londres, je ne me retrouve pas comme un bédo à 14-14, perdre la 15e parce que je n'étais pas mentalement prêt ou j'avais été perturbé par un bruit ou chose comme ça. C'est quoi le stress? Le stress, alors selon, au niveau très théorique, c'est une réponse d'adaptation de l'organisme face à un événement stresseur. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est très bien parce que si vous n'êtes pas stressé face à une agression, vous allez avoir de gros problèmes. Donc on peut aussi voir le stress de cette manière-là et tout le travail, il est justement de renverser, de trouver le bon niveau de stress, etc. Donc ça, par contre, ça va être différent d'un athlète à l'autre. D'arriver à le rendre positif, d'en faire une force et non une faiblesse. De l'accepter aussi, hein. D'accepter, de dire, ok, voilà, effectivement, mon organisme réagit, parce que c'est quand même une réponse émotionnelle, le stress. Mon organisme réagit, ça veut dire que l'environnement est important pour moi, ça veut dire que je vais mobiliser mon énergie pour répondre mieux à la situation d'agression. Donc on est dans quelque chose qui est positif. Donc j'arrive de temps en temps à me mettre dans une bulle, et quand je me mets dans une bulle, hein, je suis imbattable, et de moins en moins, j'arrive à me concentrer. Donc il faut que Magali m'aide sur ce point, et je pense qu'elle est là pour ça, et qu'elle est très bonne. Donc on va travailler sur ces différents points. Ce qui ne sait pas encore, c'est que c'est lui qui va bosser, que c'est pas moi. Hein? Dans la presse, on voit ça, et puis on pose... Les athlètes, quand ils ont perdu, ce qu'on leur demande, c'est bon, c'était dans le mental. Alors les athlètes, ils disent oui, j'ai pas été assez fort. Enfin, on est tombé là-dedans, mais en fait, je trouve que c'est devenu une facilité pour parfois masquer d'autres faiblesses. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là non plus. Oui, parfois, c'est ce qui fait la différence. C'est pas toujours ce qui fait la différence. C'est-à-dire se cacher derrière le fait que ça puisse être le mental, qui n'est pas suffisant, quand en fait c'est juste une question de technique. Pas suffisante, il faut savoir le voir aussi. Voilà. C'est-à-dire que l'idéal, en tout cas ici c'est comme ça qu'on travaille avec la plupart des entraîneurs des sections sur le Valois. Je travaille avec les entraîneurs également, c'est-à-dire qu'ils sont au courant du travail qu'on met en place de manière à... on peut effectivement se rendre compte
que le défaut est peut-être technique, moi je ne suis pas la personne qui est qualifiée pour dire ça. Donc si l'athlète me le fait ressortir ou ne le fait pas ressortir, parfois on fait des séances à 3 et ça permet à l'entraîneur peut-être de recadrer à certains moments. C'est plutôt comme ça que ça se passe en fait. Donc il n'y a pas de magie, quoi. Non, il n'y a absolument aucune magie dans le mental. Mais c'est important de le dire. C'est un travail comme un autre. Voilà. C'est important de boire. Boire ou tirer, il faut choisir. De la préparation mentale sur les jeunes et en termes de niveau, s'il faut dire le niveau, jusqu'à un certain niveau. Et par contre, avec le très haut niveau, je suis beaucoup plus dans des approches de coaching. Parce que la réalité, c'est que quand j'ai quelqu'un, vous devez suivre Gevry Zeman, vous devez suivre Teddy, vous devez suivre ici Gauthier, voilà, ces personnes-là, elles ont déjà toutes réussi au moins une fois dans leur vie à bien canaliser leurs émotions et gérer le stress. Donc je ne vais pas leur apprendre quelque chose de différent. On va partir sur ce qu'ils savent faire et on va essayer d'aller voir pourquoi ça s'est déréglé et comment ils peuvent faire pour le retrouver. Donc là, on est beaucoup plus dans une approche de coaching. Un mauvais préparateur mental peut par contre aggraver les choses. Oui. D'où l'intérêt justement quand un sportif ou quand un entraîneur fait appel à un préparateur mental de s'assurer, enfin de prendre un certain nombre de garanties. Dans les garanties, il y a une formation, il y a le fait que le préparateur mental lui-même soit supervisé. Alors en coaching, on a une obligation de supervision, mais en tout cas qu'il soit au moins qu'il ait une personne, un père, au moins un minima un père avec lequel il va pouvoir échanger sur ces problématiques. Et dans le meilleur des cas, soit un superviseur, soit un psychologue lui-même pour aller travailler ses zones d'ombre et être le plus efficace possible. Je faisais du judo, moi je viens du judo. Alors, est-ce que ça a aidé la pratique du sport en haut niveau en judo pour pouvoir justement arriver à se projeter dans ce métier-là? Alors, je pense que c'est pas tant le judo qui a été important, c'est plutôt la pratique du haut niveau. C'est-à-dire que quand on accompagne des athlètes de haut niveau, le fait d'avoir pratiqué le haut niveau, ça permet d'avoir des codes communs. Après, ça nécessite aussi de faire tout un travail réflexif pour faire le deuil de sa carrière, pour ne pas projeter sur les athlètes ce qui nous appartient à nous. Donc on est supervisé à côté. Enfin, voilà, moi, en tout cas, je m'encadre d'autres spécialistes pour être sûr que je ne projette pas. Enfin, c'est un travail de supervision qu'on fait en permanence, quoi. Après, je ne pense pas qu'un outil soit meilleur qu'un autre. Je crois surtout que ça dépend de ce dont ont besoin les athlètes. Il va y avoir des athlètes peut-être qui auront besoin de relaxation, peut-être d'autres de sophrologie, peut-être d'autres d'une approche plus ce qu'on appelle cognitivo-comportementaliste, plus PNL, plus etc. etc. Donc l'intérêt après c'est de nous pouvoir nous coller et nous adapter à leurs demandes. Donc vous n'avez pas de panacée, mais il faut adapter à chaque fois votre diagnostic, votre méthode à chaque athlète. C'est ça, disons que après... C'est faire du sur-mesure. Oui, on fait tout le temps du sur-mesure, mais un entraîneur fait tout le temps du sur-mesure. On n'est pas spécifique en ça, quoi. Est-ce que la difficulté, c'est pas aussi d'arriver à demander à des athlètes de formuler quelque chose qui est instinctif? Ça peut être un piège, ça. Ça peut être un piège. C'est-à-dire que pour moi, alors je ne fais pas l'unanimité dans cette croyance-là, mais il y a des gens qui disent que la préparation mentale, on doit tout le temps en faire. Et que tout le monde devrait en faire. Moi, je crois que quand un athlète va bien, que tout va bien pour lui, ça ne sert à rien d'aller le faire réfléchir sur ce qu'il fait bien. Donc, alors c'est un discours qui est un petit peu contradictoire, parce que d'un autre côté, je dis qu'il ne faut pas toujours qu'on intervienne en pompier, parce que sinon c'est déjà trop tard. Mais quelque part, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce métier-là, et la réalité, c'est que dans 99% des cas, les gens viennent quand ils sont au pied du mur. Mais au moins, on est sûr d'avoir leur adhésion et leur motivation. Donc ils s'engagent et surtout ils voient que ça marche. Parce que faire de la prévention, je suis pour, c'est-à-dire que là, notamment sur l'escrime, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec les maîtres d'armes. Bon, ils entendent ça en prévention et puis le temps passe et puis un jour le stress est revenu, ils ont un peu oublié tout ça et là ils reviennent et on est de nouveau dans une urgence un peu de pompiers, sauf qu'ils ont déjà les bases pour pouvoir répondre aux éléments, donc après ça va plus vite, c'est juste ça. Le travail, c'est de... Enfin, moi, je dis tout le temps qu'une défaite doit servir à quelque chose. Mais on apprend de ses défaites. Exactement. Maintenant, il faut faire attention au temps où on dit ça. C'est-à-dire que si on prépare l'athlète à dire, tu sais, si tu perds, c'est pas grave,
ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et c'est très rigolo parce que on voit souvent les athlètes qui ont vu un préparateur mental avant leur compétition. C'est-à-dire qu'ils sortent et en interview ils disent « Ouais, oh, de toute façon, je me suis donné à fond, c'est pas très grave. » Eh ouais, mais mon gars, t'es aux Jeux Olympiques, t'es passé à côté des Jeux Olympiques, bien sûr que c'est grave. C'est-à-dire que tu peux dire à la télé, et j'espère qu'ils le disent que à la télé, quoi. Parce qu'il y a un moment, quand on est passé à côté de l'échéance de 4 ans, oui, t'es passé à côté. Hein. Donc voilà, donc il faut faire attention avec ces... Oui, par contre, à la fois, ça sert à rien non plus de rester, d'aller se pendre, de rester pendant un mois en dépression. La compétition, quand elle est terminée, elle est terminée. Quoi.